je ne sais pas comment le conflit va se terminer. Donc, je ne sais pas jusqu'où nous allons aller. Mais même si, par quelque miracle, Donald Trump est touché par la grâce, les mollahs décident de pratiquer l'amour du prochain. Et donc, ils arrivent à un accord. Beaucoup de variables dans votre équation. Voilà, non mais je rêve un petit peu. Mais imaginons que tout s'arrête. Il faudrait 6 mois que ça revienne à la normale. Donc ne vous faites pas d'illusions, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur nombre d'autres produits. Le retour à la normale prendra du temps, sachant qu'effectivement, j'ai du mal à imaginer que la grâce et que l'Esprit Saint touchent tant Donald que l'Ebola. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. On pourrait dire de mon invité de cette semaine qu'il lit l'avenir dans les cales des navires. C'est un des grands experts mondiaux de ce qu'on appelle les commodités, les commodities, le cours du pétrole, du gaz, mais de plusieurs autres de ces ressources sont directement affectées, on peut l'imaginer, par la guerre que se livrent l'Iran et les États-Unis aux côtés d'Israël. Philippe Chalmin, vous publiez chaque année aussi la Bible de ces ressources naturelles et c'est certainement un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent aux commodities. Ça s'appelle Cyclope. C'est du costaud, hein? C'est du lourd. Et je sais que vous êtes en train de travailler d'arrache-pied à la version 2026, sachant que le monde dans lequel on est, et s'il n'est pas précaire, il est beaucoup bouleversé par l'actualité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. J'imagine que cette recension 2026 est rendue difficile par ce que vous voyez tous les jours sur les chaînes d'infos. Absolument. Alors, pour une bête raison technique, c'est que nous avons toujours la faiblesse de publier Cyclope sous une forme écrite, papier, que ce soit en français ou en anglais. Ouais. Et il faut quand même un certain temps pour les éditeurs pour sortir le livre. Cela veut dire qu'il va nous falloir boucler totalement aux alentours de la mi-avril et qu'aux alentours de la mi-avril, nous parlons aujourd'hui, nous sommes le 31 mars, à la mi-avril. Quelle sera la situation dans cette guerre du Golfe? Quelles seront les dernières tromperies qui nous auront été données? Nul ne le sait. C'est ce qui rajoute un petit peu, finalement, d'incertitude. Sinon de piquant. Peps, voilà, mais qui, lorsque vous avez à sortir un livre et à donner un bon à tirer, est quand même une source un petit peu d'angoisse. Alors, Philippe Chalmin, pour ceux qui ne seraient pas certains de ce que sont les commodités ou les commodities, de quoi s'agit-il? Il s'agit des matières premières, mais au sens le plus large qui soit. Il s'agit de tous les produits, mais éventuellement des services, des produits financiers, qui sont soumis à la seule logique de l'offre et de la demande, dont votre seule certitude est que demain, le prix sera différent d'aujourd'hui. Alors ça couvre, bien entendu, tout le champ de l'énergie, le pétrole, le gaz, mais aussi l'électricité. Cela couvre traditionnellement, puisque c'était ça à l'origine, les produits agricoles, les minerais et métaux, mais aussi nombre de services, les transports maritimes, le fret maritime, le fret aérien, et puis aussi, il faut le reconnaître, les produits financiers, le dollar lui-même. Qui est une commodité? Le dollar est une commodité, puisque le dollar ne cesse de varier, que ce soit vis-à-vis de l'euro, du dollar canadien, pour faire plaisir à notre hôte. Mais il est évident que jamais le monde n'a été aussi instable. La grande révolution de la fin du dernier quart du XXe siècle, ça a été le passage du stable à l'instable. Je suis un vieux monsieur, donc je dis souvent à mes étudiants, la grande différence entre vous et moi, c'est que quand, au début des années 70, j'allais me coucher,
Si cela m'avait intéressé, ce qui n'était pas le cas, j'avais la certitude que je retrouverais le lendemain matin le dollar, le baril de pétrole, la tonne de cuivre, la tonne de blé et quelques autres produits exactement au même prix où je les avais trouvés la veille. Aujourd'hui, ma seule certitude est que demain sera différent d'aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure, je m'intéresse, par la force des choses, au jeu de l'offre et de la demande. Les commodités aujourd'hui sont-elles davantage modulées par l'offre ou par la demande? Les deux. Le prix d'une commodité, le prix d'une matière première aujourd'hui, c'est la somme des anticipations que se font les acteurs du marché de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Alors certainement, l'offre et des accidents qui pèsent sur l'offre, que ce soit des guerres civiles, des révolutions, etc., tout ceci peut jouer. Mais il faut tenir compte de la demande, de ce que nous, les économistes, nous appelons l'élasticité de la demande par rapport au prix, la réaction de la demande à des hausses de prix éventuelles, et puis les évolutions dans nos modèles de consommation, etc. Tout évolue. Il y a une matière première dont on a peu parlé ces temps derniers, parce que nous la consommons presque tous les jours. L'eau. Non, non, le cacao. Le cacao qui sert à faire du chocolat. Le cacao, fin 2024, début 2025, il avait connu une flambée extraordinaire. Il était passé de 2500 à 12 000 $ la tonne. 12 000 $ la tonne. Ouais, il avait multiplié ses prix par 4 ou 5. Il est retombé aujourd'hui à 3 000 $ la tonne. Allez, et une des raisons pour lesquelles la retombée a été aussi forte, ça a été la diminution du tonnage de cacao utilisé dans l'industrie, ce qu'on appelle les broyages de cacao, tout simplement parce qu'on a découvert qu'à des prix pareils, on pouvait faire du chocolat sans cacao. Des prix sont retombés. Donc, le prix, à un moment donné, c'est la somme des anticipations de ce que tout le monde, à un moment, pense de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. On peut se tromper. Regardez les incertitudes qui sont les nôtres aujourd'hui sur le prix du pétrole. Ben justement, vous disiez, je me couchais dans les années 70, convaincu de savoir ce que serait demain. Or, aujourd'hui, c'est pas d'une nuit complète qu'il nous faut pour être déboussolé, c'est d'une petite sieste. Tout à fait. Ces temps derniers, enfin depuis un mois, on a eu certaines journées où le prix du baril de pétrole sur les marchés à terme a pu varier de 30 $. Alors, passant au maximum de presque 120, aux alentours de 80 ou 90. Donc, c'est vous dire l'incertitude qui est la nôtre. C'est vrai que je suis né, comme vous, enfin tous ceux qui sont nés avant le début des années 70, le prix du pétrole était stable entre 2,50 $ et 3 $ le baril. Le premier choc pétrolier, c'est la fin du cartel des compagnies, mais c'est la prise de pouvoir par l'OPEP. Les prix sont multipliés par 3, on passe à 12 $ le baril. Et puis, on va avoir un deuxième choc pétrolier. Là aussi, je multiplie par 3 à peu près. Et puis ensuite, et ça va être le contre-choc pétrolier, l'OPEP va perdre le contrôle du marché. Le pétrole va devenir une commodité comme les autres. Non plus un prix de cartel contrôlé par les producteurs ou les compagnies, un prix évoluant au gré, justement, de cette évolution, des perceptions de ce que sera demain l'offre et la demande. Alors, intéressons-nous à ce marché de l'énergie, pétrole, gaz. Déjà, de la volatilité, comme on en voit aujourd'hui sur les marchés, vous en avez déjà vu autant? Ou c'est une première? Non, il y a déjà eu, alors que ce soit sur le pétrole ou sur d'autres produits, il y a souvent des périodes de volatilité Semblable fortes. à ce que nous vivons présentement? Oui, il ne faut pas se faire d'illusions. Là, nous sommes dans le marché
de l'incertain. Et soyons honnêtes, sur le pétrole aujourd'hui, vous avez énormément de mal à vous faire quelque opinion que ce soit. Monsieur Trump dit une chose, il dit son contraire. Les Iraniens disent alors eux, à la limite, ils sont un peu plus cohérents avec eux-mêmes, mais le résultat, on ne sait pas exactement de quoi, non pas demain, mais l'instant d'après pourra être fait. Une seule certitude, c'est que tous ceux qui pensaient qu'on avait réussi à prendre nos distances avec l'économie des énergies fossiles se sont brutalement réveillés au cours des dernières semaines à constater l'évidence, la réalité têtue. Les énergies fossiles font encore beaucoup fonctionner l'économie mondiale. Mais oui, nous sommes toujours dans un temps qui, à l'échelle de la planète, est le temps du pétrole et du charbon. Le gaz commence à occuper une place non négligeable, mais nous restons dans un temps du pétrole et du charbon. On a toujours le même objectif qui est, à la fin de ce siècle, d'être dans le temps des énergies renouvelables, non carbonées, etc. Nous n'y sommes pas encore. Alors, peut-être avec cette crise, prenons-nous conscience que le point peut-être le plus sensible est moins celui du pétrole que celui du gaz naturel. Car au fond, le gaz naturel, c'est vraiment l'économie de transition de la transition énergétique. Parce que... C'est la passerelle entre les anciennes économies fossiles ou énergies fossiles et les renouvelables? Absolument, parce que vous savez bien que les énergies renouvelables, c'est admirable, mais c'est par essence intermittent. Il y a des moments où il n'y a pas de vent. Il y a des moments où il y a moins de soleil. Donc, le vent et le soleil sont aléatoires. Or, dans la transition énergétique, le passage essentiel, c'est par l'électricité. L'électricité, elle a besoin d'une production régulière. Ou de solutions de stockage. Oui, mais on ne sait pas stocker. Alors ça, soyons honnêtes, pour l'instant, le stockage de l'électricité, on ne sait pas faire. L'hydrogène n'est pas opérationnel et le seul moyen de stocker l'électricité, c'est très simple, vous prenez une dénivelée de 500 mètres, vous mettez un barrage en haut et des turbines en bas. Voilà. Et donc, effectivement, comme vous stockez l'eau dans le barrage, vous stockez l'électricité. Éventuellement même, lorsque le coût de votre électricité est négatif, ce qui arrive, vous remontez de l'eau dans votre barrage pour mieux l'utiliser ensuite. En dehors de ça, on ne sait pas stocker l'électricité. C'est bien le problème. Donc, lorsqu'il y a des problèmes de pénurie à la fois de vent ou de soleil ou je ne sais quoi, vous avez besoin d'une énergie qui va assurer la transition. Vous avez le choix, gaz ou charbon. Le charbon, c'est quand même un peu sale. Donc, à la limite, vous prenez du gaz. Mais rassurez-vous, à l'heure actuelle, la crise que nous connaissons, liée à la guerre, à la troisième guerre du Golfe, la demande de charbon va augmenter dans des produits, dans des pays comme l'Inde ou la Chine. Pas en Europe, mais en Chine. Peter Zeihan, qui a écrit The End of the World is Just the Beginning, la fin du monde n'est que le commencement, fait le pari que dans un monde qui sera de moins en moins mondialisé, qui va être morcelé, en fait, le charbon, y compris le charbon sale, redeviendra une source d'énergie pour plusieurs pays qui ne voudront plus dépendre de personnes pour assurer, justement, leur survie économique. Regardez la situation actuelle. Il n'y a plus de gaz naturel liquéfié qui sortent du golfe d'Ormuz. Vous avez des pays comme l'Inde, comme le Bangladesh, qui se trouvent confrontés déjà à des situations de pénurie. C'est affreux à dire, mais il se dit que en Inde, les crématoriums, donc ceux où on liquide les cadavres de nos chers défunts, qui fonctionnent au gaz, sont obligés de ralentir leur production. C'est un peu horrible, mais c'est
une preuve simple d'une situation de pénurie dans laquelle ces pays se trouvent. Et donc, assez logiquement, dans le cas de l'Inde, ils vont se retourner vers le charbon. Il y a des chances que la Chine fasse pareil. Alors en Europe, ce ne sera pas le cas, parce que on a quand même passé ce cap, même si cela augmente notre dépendance au gaz. Donc, l'avenir n'est pas nécessairement inscrit dans ces énergies renouvelables. Il pourrait y avoir des circonstances comme celles que nous traversons aujourd'hui où nous allons collectivement rétro-pédaler et retourner vers le futur, pour employer la formule à la mode, et faire en sorte que le charbon soit utilisé. Non, alors sur le charbon, je veux croire que nous n'irons pas dans ce sens-là. Sur le gaz naturel, c'est une évidence. Et puis heureusement, sur le nucléaire aussi. Récemment, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a été biberonnée par Angela Merkel, a quand même dit que la sortie allemande du nucléaire était une erreur historique. Oui. Avec une décennie de retard. Je comprends que le nucléaire puisse faire peur aux âmes sensibles. Ça reste quand même la seule véritable énergie totalement décarbonée. Ce que ne sont pas forcément les énergies renouvelables, parce qu'il y a une trace carbone sur les installations, le recyclage des panneaux solaires, etc. Donc, il faut accepter cette idée que la transition énergétique, elle est souhaitable. Il faut qu'on arrive à sortir du charbon. On pourra, à la limite, on sortira presque plus vite du pétrole, au moins pour certaines parties, du pétrole en fonction carburant, pas en fonction pétrochimie. Mais, par contre, il faut accepter d'autres possibilités. Le nucléaire n'est pas la solution. En Europe, et en particulier en France, il serait ridicule, vu les investissements qu'on y a consacrés, de s'en arrêter là. Vous parlez de nucléaire. Oui. Alors, revenons à ce qui nous occupe dans l'actualité présentement, ce qui se passe dans le Golfe. Déjà, le choc que nous ressentons, quoi qu'il arrive au cours des prochains jours, il sera ressenti longtemps. Ça sera un marché qui sera impacté, pardonnez l'anglicisme, durablement par la crise que nous venons de traverser, si on arrive à en sortir rapidement? Oui. On a beaucoup discuté sur l'utilisation du mot choc. Et je crois qu'on peut parler de choc, même si pour l'instant, les prix du pétrole ou du gaz ne sont pas à leur niveau record que l'on avait pu atteindre pour le pétrole en 2008, pour le gaz en 2022. Nous en sommes même, dans le cas du gaz, assez loin. Pourquoi est-ce que je parle de choc ? Parce qu'il y a une dimension nouvelle que nul n'avait totalement anticipée, c'est le blocage d'Ormuz. Jusque-là, le blocage d'Ormuz était quelque chose qui paraissait impossible. Manque d'imagination, collectivement? Non, parce qu'on pensait qu'il n'irait jamais jusque-là. Et même lorsque l'Iran n'avait pas réagi aux frappes américaines au moment de la guerre des 12 jours en juillet 2025, le fait qu'il n'ait pas bloqué Ormuz semblait faire penser qu'il ne le ferait jamais. Ormuz aujourd'hui est bloqué, c'est un véritable choc. Et ce choc, on le ressent sur les marchés, et pas que ceux du pétrole et du gaz, ceux des produits pétroliers, ceux de la chimie. On a parlé des engrais, de l'hélium, du soufre, etc. Et on se rend compte que on a brisé là ce qui était devenu une véritable artère du commerce mondial. Brisé? Fragilisé. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on passera d'un état de fragilisation à quelque chose qui sera plus durablement brisé? Tout simplement le fait que la menace ait pu être mise à exécution,
que, de ce fait, ce que l'on imaginait comme le pire des scénarios a pu se révéler exact, et que de ce fait, il pourrait se renouveler. Nul ne sait quel sera l'état juridique, ou pratique d'Ormuz dans les mois à venir. Est-ce que les Iraniens vont imposer un droit de passage? Ils en parlent, en tout cas. Voilà. Historiquement, je vous signale qu'il y en eut un autrefois. C'était au XIXe siècle. Le Danemark prélevait un droit de passage pour tous les navires qui rentraient et sortaient de la Baltique. Oui, mais évidemment, les quantités à l'époque n'étaient pas comparables à ce que nous... Les quantités importantes, la Baltique, le FOB Danzig était le prix mondial du blé à l'époque. C'était un des grands exportateurs de céréales. Donc, c'était une des voies importantes du commerce mondial. Et il y eut, vous avez d'ailleurs... On taxait à l'entrée et à la sortie. Voilà, et vous avez quand même des taxes au canal de Suez. Alors, vous me direz, le canal, il y a un certain service. Il y a de la sécurité qui est assurée aussi. Voilà. Donc là, c'est un peu différent. Mais sur les détroits danois, c'était autre chose. Donc, à la limite, ça n'aurait rien de choquant, même si, évidemment, ça donnerait à l'Iran un pouvoir extraordinaire. En fait, ça viendrait cristalliser un pouvoir latent qu'ils avaient. Voilà. Mais, alors, je vous citais le cas du Danemark. Une des grandes questions de la diplomatie internationale à la fin du 19e, c'était les Dardanelles. Mm-hmm. C'était, est-ce que la Turquie pouvait contrôler ou non, et n'avait pas le droit de contrôler, la circulation des navires dans les Dardanelles et le Bosphore. Donc, vous voyez qu'on a là quelques exemples historiques, certes anciens, mais qui montrent bien que ça a existé par le passé. Simplement, il est exact qu'aujourd'hui, le Golfe Persique, ou arabo-persique, je ne sais pas comment, quel est le vocabulaire qu'on doit utiliser véritablement, c'est aussi devenu une zone extrêmement importante du point de vue économique, industriel et financier. Dubaï est un véritable hub, à la fois commercial et financier, pour le meilleur et souvent pour le pire. Vous pensez que le modèle de ces pétromonarchies est aujourd'hui durablement compromis? Il est remis en cause. Et soyons honnêtes, la seule qui n'est pas une pétromonarchie, c'est Dubaï. Alors, ça fait partie des Émirats arabes unis, mais eux, ils n'ont pas de pétrole. Dubaï est un lieu de non-droit où se font les pires des choses. Et à la limite, je ne pleurerai pas sur la chute de Dubaï. Dubaï représente, je vais vous en donner un exemple, 20% du commerce mondial de l'or. Mais l'or qui arrive à Dubaï, c'est un or de sang. Un or sali. Un or de sang. S-A-N-G. Oui, j'ai bien compris. Mais donc, voilà, mais donc un or vraiment qui est marqué. C'est à Dubaï que arrive l'or en provenance du Soudan. C'est pas hasard si les Émiratis soutiennent les RSF dans la guerre civile la plus ignoble qui soit, qui est la guerre du Soudan. Donc, on dit que l'or des mollahs aussi est beaucoup là-bas. Ça n'est pas impossible. Dubaï est un lieu de non-droit. Je suis très heureux que nombre d'influenceurs français et autres s'y soient installés. Je ne pleurerai pas sur la chute de Dubaï. Pour le reste, soyons honnêtes, les pétromonarchies, c'est d'une artificialité totale. Ils ont très très bien géré la rente du pétrole et du gaz, mais ils ont créé des pays d'une artificialité totale. Et d'une fragilité remarquable aussi, on s'en rend compte. Y compris sociale. Vous savez, les Émirats
Bahreïn et Dubaï et le Qatar étant un peu pareil, me rappellent ce que devait être le modèle de la démocratie athénienne. Alors vous allez me dire, tiens, enfin des pays démocratiques. Mais oui, mais la démocratie athénienne, pour ceux qui avaient droit. C'était un certain nombre de citoyens voilà. mâles qui se retrouvaient autour de l'acropole. Leurs femmes étaient au JDC. Ceux qui faisaient tourner l'économie, c'était les étrangers, ce qu'on appelait les métèques. Et puis, vous aviez la foule des esclaves. Le Golfe, c'est ça aujourd'hui. Vous avez quelques Émiratis, Saoudiens, etc., qui, dans leur flemme notoire, assument un certain nombre de jobs très bien rémunérés. Vous avez tous les mercenaires étrangers qui font tourner la réalité de l'économie, donc tous ceux qui viennent faire du fric dans les Émirats. Les femmes, on n'en parle pas. Et puis vous avez la foule, des esclaves, des Indiens, des Pakistanais, des Bengalis, des Philippins, dont on enlève les passeports pour mieux les exploiter. Donc, est-ce que j'aurais de la peine pour ces gens-là? J'aurais du mal à totalement l'exprimer. Et on pourrait, dans la foulée de ce que vous venez de dire, rappeler qu'au nombre des commodités, il n'y a pas que des ressources naturelles, il y a encore des hommes. Absolument. Ça, c'est... Alors, on ne va pas en parler, mais il y a un esclavage moderne? Il y a incontestablement... Alors, il y a un esclavage qui existe toujours un petit peu dans certains pays de l'Afrique du Nord, la Mauritanie, etc., où il existe encore un peu de facto. Et soyons honnêtes, le Golfe au sens large a réinventé une forme d'esclavage, alors peut-être un peu plus moderne, mais qui revient un petit peu au même. Et c'est là, lorsque l'on me parle du miracle des Émirats, etc., je dis « and so what ?» N'oubliez pas qu'il y a, dans ce monde des matières premières, une réalité. Je suis historien. Il y a une constante dans l'histoire qui est ce que j'appelle la malédiction des matières premières. Vous pouvez penser naïvement qu'un pays doté de matières premières est un pays béni des dieux. Le Congo, par exemple. Oui, non, mais même, remontez encore un peu plus loin. L'Espagne du grand siècle, l'Espagne qui s'enrichit avec l'arrivée des flottes de l'argent et de l'or du Nouveau Monde, et l'Espagne qui va rentrer dans un déclin historique qui va durer pratiquement 3 siècles. La faillite, le dépôt de bilan de l'Espagne de Philippe II à la fin du XVIIe siècle. Du XVIe siècle. Donc, la malédiction des matières premières est une réalité. Vous venez de citer alors des pays qui l'ont vécu totalement. Et qui aujourd'hui baignent dans le sang en raison de ce qu'ils sont si riches en matières premières. La RDC, donc la République démocratique du Congo, en est un exemple. Mais regardez le Venezuela, regardez la Libye, regardez l'Algérie même. Comparez-la au Maroc, d'ailleurs, qui a eu la chance de ne pas avoir de pétrole et de bien gérer le phosphate. Alors, les Émirats, ils avaient tellement d'Afrique. Ils baignaient tellement dans l'argent qu'ils ont pu faire tout et n'importe quoi. Mais ne me dites pas que ce sont là des modèles de développement économique. À aucun moment dans notre conversation, je ne vous l'ai suggéré. Non, mais nos auditeurs peuvent l'imaginer. Non, ce sont des pays qui en ont gaspillé, mais ils en avaient tellement qu'ils n'y sont pas arrivés. Vous avez quelques pays africains qui étaient un peu dans le même cas, qui n'ont même pas réussi ça. La Guinée équatoriale, le Gabon. Je frémis en regardant ce que va devenir un des nouveaux Eldorado pétroliers qu'est le Guyana, l'ancienne Guyane néerlandaise. Tous ces pays-là où
ou anglaise. Non, le Guyane néerlandais, c'était le Suriname. Donc, le Guyana, c'était l'ancienne Guyane britannique. Britannique, pas anglaise. Et qui est un des nouveaux Eldorado pétroliers. Est-ce qu'ils auront la capacité de gérer la rente ? Les seuls pays qui ont su gérer la rente des matières premières, c'était la Norvège pour le pétrole. Le Chili a bien géré. Alors, ça arrache la gueule. Le Chili le cuivre, donc, pour le cuivre. Et le Botswana a plutôt bien géré la rente des diamants. Ce sont des cas exceptionnels. C'est une damnation que d'être riche de ses ressources. Tout à fait. Tout à fait. Tout simplement parce que quand vous êtes riche, vous êtes convoité. Vous êtes l'argent qui tombe du ciel. Il corrompt un petit peu tout. Il corrompt les circuits économiques, il corrompt les cœurs, les âmes de nombre de gens. Alors, je veux revenir à ce qui se passe sur le marché de l'énergie fossile présentement et on ouvrira à nouveau la conversation, mais ça reste que nos économies sont un peu dans le brouillard parce qu'on ne sait pas justement à quel prix on achètera le baril de pétrole dans 6 mois, dans 1 an. Tout à l'heure, vous avez dit on a beaucoup débattu sur le mot choc. Est-ce que vous êtes, à la lumière de ce que vous avez vu récemment et de votre expérience longue, convaincu que, quel que soit le mot, choc ou pas, on va vivre avec un marché perturbé durablement maintenant? Ah bah oui. Alors ça, je vous remercie de me poser une question aussi ouverte, parce que ça me permettra de vous répondre oui. Parce que vous ne m'avez pas demandé est-ce que les prix vont monter ou vont descendre. Là, c'eût été autre chose. Mais vous dire que le marché va rester volatile, mais c'est une évidence. Alors, c'est vrai que nous avons, en plus, un facteur de volatilité à la tête des États-Unis qui est quand même assez extraordinaire. Je suis totalement incapable de vous dire ce qui va passer dans l'esprit, dans la tête de Donald Trump demain. Et je pense que nul ne le sait. Donc, quelque part, nous sommes soumis à un aléa majeur, mais à la limite, même sans Donald Trump, la grande rupture de la fin du XXe siècle, ça aura été le passage du stable à l'instable. Au fissible. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure on nous écoutera, mais je peux dire à nos auditeurs que demain, le prix du dollar, le prix du baril de pétrole, le prix de la tonne de cuivre, le prix de la tonne de blé et bien d'autres produits sera différent de celui que nous avons aujourd'hui. C'est la seule prévision qu'un économiste honnête, mais en général les économistes sont malhonnêtes par nature, mais qu'un économiste qui voudrait être honnête peut vous faire. Mais sur un horizon, disons, moyen, quelques mois, c'est plutôt à la hausse que vous voyez le prix de l'énergie, donc avec de l'inflation qui s'inviterait, je mets au conditionnel, dans nos économies. Alors, je ne sais pas comment le conflit va se terminer. Donc, je ne sais pas jusqu'où nous allons aller. Mais même si, par quelque miracle, Donald Trump est touché par la grâce, les mollahs décident de pratiquer l'amour du prochain. Et donc, ils arrivent à un accord. Beaucoup de variables dans votre équation. Voilà, non mais je rêve un petit peu. Mais imaginons que tout s'arrête. Il faudrait 6 mois que ça revienne à la normale. Donc ne vous faites pas d'illusions, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur nombre d'autres produits, le retour à la normale prendra du temps parce que c'est pas en claquant du doigt que vous allez relancer des puits pétroliers, que vous allez relancer des unités de raffinage, de liquéfaction de gaz, des raffineries, etc. Donc, quelque part, de toute façon, ça prendra du temps, sachant qu'effectivement, j'ai du mal à imaginer que la grâce et que l'Esprit Saint touchent tant Donald que l'Ebola. Oui, de façon synchronisée. Et ça, c'est le scénario optimiste, c'est-à-dire 6 mois
de difficultés sur les approvisionnements dans la mesure où l'Esprit Saint a agi. Si ce n'est pas le cas, on peut donc entrevoir, et j'admets que c'est de la science-fiction au moment où on se parle, mais on peut entrevoir un marché de l'énergie, donc des économies qui seront impactées, qui seront ralenties pour beaucoup plus que 6 mois. Absolument, et ça se traduira en termes de croissance économique. C'est pour ça que je crois qu'on peut employer le terme de choc. J'espère me tromper un peu. J'ai peur, malheureusement, d'avoir plutôt raison. Mais le problème est que nous sommes soumis à tant d'aléas aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un conflit conventionnel. À la limite, Ukraine-Russie, c'est un conflit conventionnel. Là, nous sommes dans une situation où on ne sait pas quel va être le coup suivant. On est dans une partie d'échecs. Dans cette partie d'échecs, Trump a tenté un coup. On l'appelle souvent le coup du roi. Enfin bon, il lui a permis de prendre d'un coup la reine de son adversaire. Et il s'est dit qu'avec la partie serait jouée. Il a simplement oublié que l'adversaire, il avait encore des cavaliers, il avait encore des fous, il avait encore des tours. Et Trump, qui est probablement un peu comme moi, un mauvais joueur d'échecs, c'est-à-dire un bon joueur d'échecs, il anticipe à 3 ou 4 coups à l'avance. Là, Trump, il n'avait rien anticipé et il se trouve coincé. Et il ne sait pas ce qu'il peut jouer. Alors actuellement, il est en train de ramener ses tours. La 92e Airborne. 82e, pardon. Alors ça, on voit le Canadien. La 82e, il va avoir division aéroportée. Voilà, qui a sauté sur Sainte-Mère-l'Église. Il y avait des Canadiens qui ont dû sauter aussi par là. Bon, il la ramène. Alors, il ramène des tours dans la partie, mais il sait pas. Il n'a pas vraiment de stratégie. Il est comme moi, c'est un petit joueur d'échecs. Je ne serais pas facétieux, mais les Iraniens ont plus d'un tour dans leur sac et peut-être plus d'une tour dans leur sac. Je vous rappelle que ce sont, paraît-il, les Iraniens qui ont inventé le jeu d'échecs. Par-delà le pétrole, qu'est-ce qui risque de nous manquer cruellement bientôt? Parce qu'il y a le gaz, on a vu que le Qatar, par exemple, partie de sa production est entamée pour les prochaines années. Il liquéfiait beaucoup de gaz là-bas. Donc, il y a le gaz. On nous parle d'hélium, mais personne ne comprend. Le pétrole. Le gaz, tout simplement parce que pour transporter du gaz, et le marché mondial du gaz, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Ouais. Donc, il faut le liquéfier. Vous avez un des plus grands champs de gaz au monde qui se trouve réparti à peu près au milieu du Golfe entre le Qatar et l'Iran. Côté Iran, ils l'ont pas tellement développé. Côté Qatar, ils l'ont beaucoup développé. Et ils produisent du gaz. Le gaz, par nature, c'est gazeux. Donc, vous le liquéfiez à moins 180 degrés. Et comme ça, vous pouvez l'exporter. Le Qatar exporte à peu près, le Golfe au sens large, exporte à peu près 20% du gaz naturel liquéfié mondial. Donc ça a un impact. Et puis derrière le pétrole... Il y a des solutions de substitution où il faudra faire ça? Pour les pays d'Asie, c'est pas évident. Pour nous, nous, sur le bassin atlantique, on dépend moins. Puis les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL. Mais le problème, c'est la capacité à liquéfier. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Ils ont pas mal développé. Donc ça, de ce côté-là, les États-Unis sont plutôt gagnants. À partir du pétrole et du gaz, vous avez toute une industrie chimique qui était pas mal développée dans le Golfe. Donc, ce qui va toucher, à partir du gaz, vous faites de l'ammoniac, de l'urée. Donc, c'est un engrais azoté. 30% de l'urée mondiale passée par Hormuz. Vous avez un sous-produit qui s'appelle le soufre.
qui est utilisé pour faire de l'acide phosphorique dans les engrais, de l'acide sulfurique qui est développé et utilisé dans l'industrie minière en particulier. Et puis vous avez des tas de sous-produits, le méthanol par exemple, l'hélium dont vous parliez. Alors l'hélium, ça sert à quoi? Ça sert alors, je crois dans l'industrie des semi-conducteurs. Et puis, vous avez beaucoup d'hélium utilisé dans l'imagerie médicale. Quand vous allez vous faire un scanner ou un IRM, il y a de l'hélium. Ne me demandez pas où, mais on utilise de l'hélium. Donc, vous avez pas mal de produits chimiques non négligeables qui sont touchés. Vous avez de l'aluminium aussi, parce qu'on produisait beaucoup d'aluminium aux Émirats et à Bahreïn, puisqu'on utilisait finalement l'énergie qui était pas chère. L'aluminium, c'est de l'alumine plus de l'énergie, donc et ça représentait un quart de la production de l'aluminium occidental, donc c'est pas négligeable non plus. Est-ce qu'on peut imaginer, à la lumière de ce que vous dites, inférer que, par exemple, pour l'intelligence artificielle, ça pourrait avoir un impact parce que l'hélium, s'il est nécessaire à la fabrication de microprocesseurs, je présume que ça peut avoir un impact ou pas. Je vous vois être très dubitatif. Ouais, là, honnêtement, je ne saurais pas m'engager. Ce qui est clair quand même, c'est que même si le détroit d'Ormuz ouvre finalement sur un cul-de-sac, finalement le Golfe est un cul-de-sac. Enfin, c'est un cul-de-sac où il y avait quand même Jebel Ali, l'un des premiers ports mondiaux de conteneurs. On se rend compte que ça perturbe énormément de flux mondiaux. Des flux auxquels on ne pense pas. L'approvisionnement en céréales, en produits alimentaires du Golfe. Le Brésil exportait de la viande sur le Golfe. Ça passe plus. Vous avez même quelque chose pour toutes les cérémonies de l'Aïd, etc. L'Australie exportait des moutons vivants sur le Golfe. Vous avez 3 ou 4 bateaux avec des moutons vivants qui n'ont pas pu pénétrer. Et qui sont quelque part encore en mer? Ça, j'en sais rien. Mais le sort de ces malheureux bestioles peut être véritablement un problème, même si le reste du monde s'en fout, ou à peu près. Donc, c'est vous dire que... et au travers de cela, ça va se traduire par des hausses des coûts du transport maritime, et nous sommes habitués à ce que nombre de nos produits soient du Made in China, Made in Vietnam, Made in Thaïlande, et donc viennent par le transport maritime. Avec des coûts de transport qui sont peanuts, disons-le. Oui, mais qui ont foutument augmenté. Le détroit d'Ormuz est fermé. Les Houthis viennent de se réveiller. Les Houthis, c'est le détroit de Bab el-Mandeb. C'est l'ouverture de la mer Rouge. Donc maintenant, les bateaux, ils vont passer par le cap de Bonne-Espérance. Ça augmente. Et puis le prix des bunkers, c'est-à-dire de l'essence pour faire tourner les bateaux, ce prix, il n'a pas arrêté d'augmenter aussi. Peut-être même encore plus que le prix du pétrole. Donc non, on a du mal aujourd'hui à mesurer totalement quel est finalement l'impact de cette 3e guerre du Golfe. Alors c'est très difficile à mesurer aujourd'hui. L'historien que je suis, c'est que, vous savez, l'historien, c'est comme un alpiniste. Vous êtes sur une façade, vous grimpez. Vous voyez, vous pouvez voir en vous retournant d'où vous venez. Mais au-dessus, vous voyez rien. Vous ne savez pas si le sommet est à 2-3 mètres ou bien encore à une centaine de mètres. Vous cherchez avec votre main la prise suivante. On est dans cette situation un peu à tâtons. On est exactement dans cette situation. Nous savons d'où nous venons. Nous ne savons pas où nous allons. D'un point de vue géopolitique, ça me donne l'impression que beaucoup de pays qui dépendaient de ce détroit d'Ormuz pour leurs approvisionnements en énergie vont tenter de trouver des sources alternatives qui ne permettront peut-être pas de remplacer à 100%, mais à minima, de les rendre plus résilients.
ça me semble être une formidable occasion d'affaires pour celui qu'on a désigné comme l'ennemi numéro un, Vladimir Poutine. Je vois les Chinois accélérer les projets de pipeline avec la Russie et les Russes dire aux Indiens, ben écoutez, nous, on est un partenaire fiable. Ça change aussi la donne géopolitique. Incontestablement. D'abord parce que plus personne ne parle de la guerre en Ukraine. Alors, même si on découvre que les technologies ukrainiennes pour gérer les drones, c'est-à-dire des technologies à bas coût, c'est pas mal. Comme les Sting, ces fameux petits missiles. Mais au-delà, vous avez totalement raison. C'est la Russie qui est la grande gagnante de l'affaire. Alors, la Russie a perdu quand même un petit peu en image. C'est-à-dire que la Russie soutenait le régime syrien, il saute. Venezuela. La Russie était proche du Venezuela, elle saute. Sur Cuba, allez comprendre ce qui se passe. Apparemment, Trump vient de donner l'autorisation à un bateau d'aller approvisionner en pétrole Cuba. Mais enfin, la situation à Cuba n'est pas géniale. Et finalement, quand même, sur l'Iran, la Russie n'a pas servi de protecteur essentiel. Maintenant, donc ça, c'est le côté géopolitique. D'un strict point de vue monnaie, finance, c'est pas compliqué. Au début de l'année, le Brent valait $60 et l'Oural, donc le pétrole de référence russe, se vendait à $10 de moins, $50. Actuellement, alors, bon, le Brent est à 110 grossièrement, mais les derniers chiffres qu'on avait étaient inférieurs et l'Oural se vendait entre 5 et $10 en prime au-dessus. Ça veut dire que le pétrole russe aujourd'hui se vend 2 fois plus cher et les États-Unis ont levé les sanctions vis-à-vis des pays comme l'Inde qui achetaient du pétrole russe. Donc, objectivement aujourd'hui, Poutine, sur le plan financier, gagne. En plus, plus personne ne s'intéresse à l'Ukraine. Ouvrez vos télés. Plus personne ne parle de l'Ukraine. Or, la guerre s'y continue. Je dirais qu'elle se continue même en Russie parce que les Ukrainiens, de plus en plus, s'attaquent à des ports en mer Baltique où les Russes chargent du pétrole. Ça ajoute, ça aussi, à cet étranglement de l'offre. Tout à fait. Alors, on dit, à vérifier, que la capacité d'exportation de pétrole de la Russie, essentiellement mer Noire et Baltique, a été réduite de 40% par les frappes ukrainiennes. 40%. Je n'ai pas d'éléments pour vérifier ce chiffre, qui est un chiffre qui circule sur les marchés. Mais prenons-le, mais il n'empêche que la Russie, du point de vue financier, a énormément gagné. Et à la limite, paradoxalement, l'Iran aussi. Puisque l'Iran continue à exporter du pétrole. Oui, il y avait aussi 140 millions de barils qui flottaient un peu partout dans le monde. Ça c'était très traditionnel chez les Iraniens. Ils ont toujours eu du pétrole flottant au large de la Malaisie, au large de la Chine, qui vendaient quand ça les arrangeait. Donc là, effectivement, on parle même de 160 ou 170 millions de barils, c'est-à-dire 1 jour et demi de la consommation mondiale, qui serait du pétrole flottant iranien. Et qui, au cours d'aujourd'hui, représente une cagnotte. Ça représente pas mal de sous, effectivement. Alors, le régime est peut-être fragilisé, mais il a encore de quoi financer les opérations. Le régime a de quoi financer, et finalement, la grande surprise, c'est son extraordinaire résilience, finalement. Alors que beaucoup de têtes sont tombées, il n'y a pas d'effondrement modèle vénézuélien. Alors, en rafale, on a parlé de pétrole. On réalise aujourd'hui, particulièrement dans la région du Golfe, qu'un litre d'eau vaut probablement plus cher qu'un litre de pétrole. Il y aura peut-être une guerre de l'eau. On parlait de commodité. Rentrons-nous dans le monde où l'eau devient véritablement une commodité qui sera convoitée ou pas du tout? Non.
vous n'aurez jamais de marché mondial de l'eau. Vous avez des marchés locaux de l'eau. Vous avez des problèmes, alors, dans certains cas, entre des pays, ce qui se vit sur le Nil aujourd'hui avec le barrage éthiopien en est un exemple. Ce qui se vit entre la Turquie et l'Irak autour de la Moudaria en est un autre exemple. Mais l'eau n'est pas une commodité à l'échelle de la planète. Il y a des petits marchés de l'eau. La plupart du temps, d'ailleurs, le prix de l'eau est décidé par la fonction publique. Donc non, l'eau n'est pas une commodité, même si ça reste. Et à la limite, j'aurais tendance à élever le débat. L'eau est un bien commun de l'humanité. Ce bien commun mérite mieux que la stricte logique du marché. C'est le souhait que je nous fais, sinon qu'il y a beaucoup de lignes rouges qui ont été transgressées au cours des dernières années. On s'est beaucoup gargarisé de ce virage vertueux vers des économies qui carburaient à des énergies renouvelables. Les Allemands là-dessus sont formidables, un peu hypocrites, soit, mais formidables. On a tous la conscience verte et on s'est dit il faut arrêter de tabler sur l'extraction des énergies fossiles sans pour autant jamais considérer le coût de l'extraction de ce qui était nécessaire à ces énergies vertes, de ce que nous retrouvons dans nos batteries de voitures, de ce que l'industrie solaire a besoin aussi. On a parlé tout à l'heure de la République démocratique du Congo, qui paie le prix lourd. C'est des millions de personnes qui sont mortes dans les 25 dernières années pour faire main basse sur ces ressources. Est-ce que c'est un aveuglement vertueux et volontaire? Et est-ce qu'on est, de ce point de vue-là, collectivement un peu hypocrite? Oui, certainement. L'un des grands mérites de Donald Trump, il n'en a pas beaucoup, mais il a au moins celui-là, ça a été de remettre sur le sommet de la pile la question de la dépendance de l'Occident, y compris dans sa transition énergétique, vis-à-vis de métaux stratégiques devenus critiques. C'est vrai que si vous imaginez la transition énergétique à l'heure actuelle, vous avez besoin de cuivre, et que ce cuivre, il va nous manquer. Et donc... pas que. Et il n'y a pas que le cuivre, j'ai pris, c'est l'exemple peut-être le plus important, mais il n'est pas le seul. Et donc, quelque part, il est clair que nous sommes tombés, on a quitté effectivement un petit peu une dépendance aux énergies fossiles, nous revenons sur d'autres types de dépendance, sachant que malheureusement pour les pays producteurs, c'est plus un facteur de déstabilisation qu'autre chose. Regardez la RDC, regardez la Guinée, regardez même le Pérou. Le Chili est peut-être de ce point de vue-là une exception en termes de bonne gestion des ressources naturelles. Et quelle serait la carte des prochains conflits en fonction de notre appétit pour des terres? Alors, on les dit rares, elles sont surtout cochonnes à raffiner. La grosse dépendance, elle est moins de la mine que de la métallurgie, c'est exact. Bon, il n'en reste pas moins que, comme on a tous ces conflits, un de ceux dont on n'a pas parlé, c'est celui de la RDC. Alors, c'est plus le Katanga d'autrefois, c'est le Kivu, c'est le Rwanda soufflant sur les braises. Mais le Rwanda qui est devenu le pourvoyeur du monde en pillant son voisin. Absolument. Non, mais alors là, s'il est un être totalement ignoble, c'est M. Kagame. Vous savez que vous mettez votre vie presque en danger en le disant. Je le dis, je le pense. Je pense qu'effectivement, le Rwanda apparaît comme un pays particulièrement équilibré. Bon, c'est une dictature,
dictature démocratique. Vous savez, les dictatures démocratiques, ce sont les gens qui régulièrement vont aux urnes, tout en les gérant de telle manière à ce que les résultats soient déjà acquis. Alors, on a beaucoup ça en Afrique de l'Ouest. On s'est tapé quand même Biya au Cameroun, Sassou Nguesso au Congo, Museveni en Ouganda. Avec la complicité active du pays où nous sommes, monsieur. Oui, pas que, arrêtez. Il y a ouais. Je trouve qu'il est un peu facile de la part d'un Canadien de nous donner des leçons je donne pas de leçons, de néocolonialisme. Mais bon, je vous le pardonne. Mais non, je vous dirais que, par exemple, il y a des intérêts miniers canadiens qui ont les mains très sales en Afrique, je le reconnais volontiers. Nous en sommes totalement d'accord, mais ce sont aussi parmi les seuls à avoir, je dirais, le courage d'investir dans des pays pareils, parce que les autres ne veulent pas se salir les mains. Le cas du Rwanda m'a toujours un peu choqué, parce que c'est vrai que Kagame a apporté une stabilité, et je dirais même un développement économique incontestable au Rwanda, tout en soufflant sur les braises chez son voisin, dont l'incapacité politique est totale, et vous avez aujourd'hui une situation de guerre civile qui n'existerait pas s'il n'y avait pas les ressources en coltan, en étain, en cuivre, en cobalt que vous trouvez dans toute cette région du Kivu. Bon, c'est un exemple. Il y en a malheureusement d'autres. Et comme je vous le rappelais, la constante dans l'histoire des hommes, c'est la malédiction des matières premières. La RDC en a toujours été un exemple, elle n'est pas la seule. Vous m'inquiétez parce que le Canada en a beaucoup, peut-être le pire est devant nous. Alors, non, alors les exemples effectivement un peu différents, ce sont le Canada et l'Australie, peut-être parce que ce sont des pays immenses, parce que malgré la place importante qui est la leur, le Canada est un pays particulier parce que c'est un pays de chercheurs d'or. Mmh. Vous avez toutes ces juniors minières canadiennes cotées à Vancouver ou ailleurs, qui vont chercher un petit peu partout dans le monde. Donc c'est un des pays où il y a une vraie tradition d'industrie minière. L'Australie est un autre cas, avec d'énormes ressources, bien entendu, notamment de minerais de fer. Et donc, mais Canada et Australie ont quand même cet avantage historique d'être des très, très vieilles démocraties. Et donc... ça amortit les coûts, je suis d'accord avec vous. Ils ont quand même largement amorti les coûts. Et puis, la mine ne représente pas l'essentiel des ressources, ce qui est le cas de nombre de pays... ouvrez les guillemets, en voie de développement. Et referme les guillemets là-dessus. Vous avez mis la table naturellement pour la conclusion. 2 sujets et je vous laisse, c'est promis. Vous avez parlé d'or, qui a fait, lui, beaucoup jaser, pardonnez l'expression, mais beaucoup parlé depuis quelques années avec une explosion du cours de l'or. L'argent, récemment, avec énormément de volatilité. Puis on terminera sur ce qui se dessine à l'horizon entre M. Trump et Xi Jinping qui se retrouveront à Beijing, probablement à la mi-mai. Et là, on parlera dernière fois des terres rares et de ce que ce monopole chinois est peut-être entamé. Commençons avec l'or et l'argent. Est-ce que vous croyez que ce sont des tendances durables? Alors, ce sont 2 histoires totalement différentes. Pendant longtemps, l'or et l'argent furent des métaux, mais qui avaient une dimension monétaire. Le 19e siècle est marqué d'ailleurs par tous les débats autour du bimétallisme, notamment aux États-Unis. Mais il y a eu historiquement toute une tradition de pays qui étaient beaucoup plus orientés vers l'argent. C'était plutôt d'ailleurs la zone chinoise, et de pays orientés vers l'or, qui était plutôt la zone occidentale. L'argent aujourd'hui a perdu, à mon sens, toute dimension monétaire. C'est l'or qui a emporté le combat. Voilà, l'or, mais ça fait longtemps.
Et l'argent, aujourd'hui, c'est un métal industriel. C'est un métal qui a connu une passe extrêmement négative, puisque le gros de l'argent, c'est utilisé à quoi ? Les films argentiques dans la photographie. Plus personne d'entre vous ne prend des photos avec des pellicules. Sauf quelques artistes. Donc, la consommation d'argent s'est effondrée de ce point de vue-là, d'où la chute des prix de l'argent. L'argent, aujourd'hui, a retrouvé un peu une seconde jeunesse, puisque vous utilisez de l'argent parce que c'est un très bon conducteur dans le domaine en particulier des panneaux solaires. Ceci étant, ceci n'aurait absolument pas justifié la flambée qui a été celle de l'argent au mois de janvier, alors qui venait de Chine. Je pense que la Chine a gardé une certaine dimension sentimentale sur l'argent. Bon, néanmoins, c'est une bulle, la bulle a éclaté. L'or est une affaire différente, parce que l'or, il a encore une valeur monétaire, parce que l'or, c'est au fond... L'ultime refuge ? Absolument. C'est l'ultime refuge, c'est le placement ultime. Quand vous ne croyez plus en rien, vous vous achetez de l'or. L'or est le placement le plus idiot qui soit. Il ne sert à rien, il ne rapporte rien. Il est stérile. L'or, finalement, il ne sert à rien. Warren Buffett, qui vient de prendre sa retraite à 95 ans, ce qui me rassure vu mon âge, Warren Buffett disait qu'il était totalement absurde de consacrer autant d'argent, enfin de monnaie, pour aller si profond sous terre, pour en extraire de l'or que l'on allait ensuite enterrer dans les coffres des banques. Il avait totalement raison. L'or est un indicateur du malheur du monde. Vous achetez de l'or parce que vous avez peur de quelque chose. Alors, il est aussi sa neutralité, sa discrétion permettent aussi tous les trafics possibles et imaginables. L'or, il est monté à 5 500 $, il est redescendu à 4 500, il remontera peut-être. C'est totalement irrationnel. Et très volatile, on a pu le voir aussi au cours des derniers mois. Sur cette dépendance aux terres rares, minéraux critiques, est-ce que vous disiez, il y a une vertu que je reconnais à Trump, c'est de nous avoir ouvert les yeux. Est-ce que vous voyez sur un horizon court ou moyen une capacité à être découplé des Chinois qui, pour l'instant, donnent l'ordre de marche à tout le monde? Alors, il y a d'abord une question de vocabulaire. Les terres rares sont une partie du problème, mais pas la totalité. Il faut parler de métaux critiques. Les terres rares, c'est une famille de métaux. Il y a 17 métaux venant plus ou moins des mêmes minerais, mais vous avez bien d'autres produits qui sont des métaux critiques, qui sont dans la même situation. Le gallium, le germanium, le lithium, l'antimoine et quelques autres comme cela. Ce qui est clair, c'est que sur les 30 dernières années, l'Occident a laissé filer. Alors, non pas la production minière, parce que la production minière, elle dépend de vos ressources géologiques, ça, on ne peut pas changer. Mais a laissé filer sa production métallurgique. Parce que c'est vrai que la métallurgie des métaux non ferreux, c'est sale, c'est polluant, et que tous les écolos de la planète, ils n'en veulent pas. Ah, bien sûr, ils veulent des mobilités douces. Des véhicules électriques. Ils veulent des batteries électriques, etc. Ah, mais de savoir que dans ces batteries, il y a du graphite, il y a du lithium, il y a du cobalt, il y a du manganèse, il y a du nickel, etc. Et qu'on pourrait éventuellement... Ah non, ça c'est sale, ça a on été n'en veut externalisé. pas. Donc nous avons vécu ces 30, 40 dernières années même, une sorte de délocalisation environnementale. La France, ce merveilleux pays dont le Canada s'est séparé il y a fort longtemps, la France fut pendant un temps le premier producteur mondial de terres rares. Je vous rappelle pour l'histoire et l'historien que vous êtes que nous fûmes conquis
à l'époque où vous étiez aux manettes, et ce sont les Britanniques qui ont ravi le morceau. Je l'entends bien, et je sais que nous avons perdu quelques batailles. Je vous le rappelle. Voilà, mais bon, ne revenons pas sur ces moments douloureux. Mais c'était Voltaire qui disait qu'il ne fallait pas mourir pour quelques arpents de neige. Voilà. Bon, pour revenir à nos affaires, la France fut à un moment le premier producteur mondial de terres rares, avec une usine à La Rochelle qui produisait 70% de la production mondiale. On importait du minerai à l'époque en provenance d'Australie qui était légèrement radioactif. La Rochelle fut un des premières terres vertes écologistes. Son maire, Michel Crépeau, qui était un radical de gauche, tenait à cette image. Et puis, il se tenait à La Rochelle tous les ans le congrès d'un parti politique français en voie de disparition aujourd'hui. Je veux parler du Parti socialiste. Toujours est-il qu'ils n'ont eu de cesse que de supprimer la production de terres rares à La Rochelle. Ça n'intéressait personne. C'est parti en Chine, comme la métallurgie de très nombreux métaux non ferreux, dû notre situation de dépendance aujourd'hui. Autant pour nous. Ça va durer, car le temps de la mine, le temps de la métallurgie sont des temps longs. Et donc, de la même manière que l'Iran détient avec Hormuz une arme atomique, les Chinois, avec les terres rares, avec un certain nombre de petits métaux, de métaux critiques, détiennent aussi de quoi nous faire chanter. Pourquoi croyez-vous que dans cette année où Trump a lancé Liberation Day, le temps où il a mis en place des tarifs partout, beaucoup de pays, l'Europe, Canada n'y est pas allé, mais beaucoup de pays sont venus à Canossa. Les Chinois n'ont rien fait. Et les Chinois continuent à tenir tête à Trump parce qu'effectivement, ils disposent là d'une arme dont ils ont bien l'intention de se servir. On verra ce qui va se passer, puisqu'apparemment, Donald et Xi vont se retrouver le 14 et 15 mai. Mais que sera le monde le 14 et 15 mai? À suivre. À suivre. Philippe Chalmin, ça a été un pur délice. Vraiment, merci d'avoir accepté de partager cette expérience. C'est sourire en coin aussi à l'occasion. J'espère que vous avez pris plaisir à livrer toute cette science. Est-ce qu'il y a une seule chose dont on aurait dû parler ou une question que je ne vous ai pas posée, importante? Non, c'est simplement de signaler que nous sortons le 40e rapport Cyclope au mois de juin prochain et que on donne toujours à Cyclope un sous-titre littéraire. Alors là, je vois que vous avez le 2024. C'est Monte Cristo. C'était Monte Cristo, Attendre et Espérer. Le 2025, c'était un sonnet d'Hérédia, le dernier vers du sonnet La Trébia, le piétinement sourd des légions en marche. Et cette année, on a voulu totalement se situer hors champ. Et nous avons pris un poème d'un très grand poète, bengali, Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, traduit en français par André Gide. Et je ne vais pas vous le citer totalement, mais dans un là où la parole est libre, là où le monde n'est pas fragmenté par d'étroites cloisons, etc., etc., dans ce paradis de liberté, mon père, fais que ma patrie s'éveille. Et nous avons voulu totalement sortir finalement de l'épure pour montrer qu'il pouvait y avoir quelques signes d'espérance en un monde qui, soyons honnêtes, a quelque chose de désespérant aujourd'hui. Vrai, mais c'est peut-être du désespoir que l'espoir à nouveau peut naître ou renaître. Philippe, merci beaucoup. Si ça vous a plu, vous likez. C'est pas une commodité. Ça se trouve un peu partout. Des likes, vous faites pouce comme ça. Merci. Si vous avez beaucoup aimé, vous vous abonnez. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Philippe. Merci.